Bonjour, chers visiteurs sur les vidéos de BFD Concept. Celle-ci est la première d'une série de vidéos que nous mettrons sur le net afin d'avoir une plus grande visibilité. Certaines seront gratuites, d'autres, plus longues, seront payantes et seront sous forme de formation à distance. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter notre vision de la biomécanique du rachis dans son ensemble. Si nous observons le tronc, nous pouvons noter la présence de trois containers, si vous voulez, la tête, la cage thoracique et le bassin. La tête, formation osseuse en forme de syphose au niveau occipital, protège le cerveau, grand computer central. Cette boîte crânienne possède une certaine mobilité au niveau des sutures, une micromobilité, qui est destinée à assurer l'amortissement des contraintes qui pourraient venir de l'intérieur et les chocs qui pourraient venir de l'extérieur. Bien entendu, cette boîte crânienne n'est pas faite pour la mobilité, comme toutes les syphoses d'ailleurs. En deuxième lieu, nous pouvons noter la présence de la cage thoracique avec à la partie postérieure une syphose primaire représentée par le rachis thoracique, reliée au sternum par les côtes. Cette cage thoracique n'est pas faite non plus pour la mobilité, bien que certains auteurs comme Kapandji disent que c'est elle qui a la plus grande mobilité. Effectivement, si nous ôtons les côtes, 12 vertèbres peuvent avoir une grande mobilité, mais ce qu'il faut noter et qu'on ne dit pas, c'est que en inspiration, c'est-à-dire la moitié du temps, la cage thoracique n'a aucune mobilité. C'est pour cela d'ailleurs que les disques intervertébraux sont très minces et se consument très rapidement. Enfin, à la partie basse, nous avons le bassin, avec là encore à sa partie postérieure le sacrum, que nous pouvons considérer bien entendu comme une syphose. Ce bassin est fait pour la protection des organes de la reproduction. Les sacro-iliaques ont une mobilité très limitée, 2 degrés. Le pubis n'a pas de mobilité, il y a juste une possibilité d'amortissement des contraintes. Et donc ce bassin n'est pas fait non plus pour la mobilité. La mobilité donc ne se fait pas au niveau des syphoses, mais se fera au niveau des lordoses. Si nous considérons le rachis cervical, nous pouvons noter sous la tête, la boîte crânienne, je vous rappelle que c'est le computer central, donc avec tous les sens, les organes de l'équilibre, etc., les yeux, qui assurent la posture. Donc nous avons une obligation d'avoir sous cette tête un cardan. Un cardan, j'ai bien dit un cardan. Un cardan est une pièce osseuse, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive à gauche, qui est pourvue de 3 possibilités de mouvement: flexion-extension, latéroflexion, rotation. La charnière est une pièce mécanique dotée d'une seule possibilité de mouvement, comme vous pouvez le voir à gauche. Donc, sous cette tête, nous avons un cardan pour avoir la possibilité de l'orienter. La colonne moyenne est un ensemble de pièces osseuses destinées à l'amortissement des contraintes.
C'est pour cela que les disques sont relativement épais à ce niveau. Et enfin, en bas, C7D1 est une zone de transition. Ce n'est pas une charnière. Elle n'a pas une formation anatomique qui pourrait la faire qualifier de charnière. C'est une zone de transition entre une vertèbre, C7, qui est plus ou moins dotée d'une certaine mobilité, et T1, la première thoracique, qui ne fonctionne pas du tout de la même manière parce que les apophyses articulaires inférieures n'ont pas la même orientation, et qu'en plus, cette première vertèbre thoracique est prise en étau entre les deux côtes et le sternum pour former l'orifice supérieur du thorax. Donc, cette formation cervicale, je répète, nous avons un cardan, une zone d'amortissement, une zone de transition. La tridimensionnalité en biomécanique est une loi. Au niveau cervical, cette tridimensionnalité, au niveau de la colonne cervicale moyenne, cette tridimensionnalité est globale. Les facettes articulaires des cervicales supérieures étant pratiquement verticales, 45 degrés d'inclinaison plus la lordose, pratiquement verticale, ce qui fait que C2 et C3 auront une mobilité plutôt en inclinaison, side pour les puristes, plutôt qu'en rotation. Alors que la partie basse, C5, C6, C6, C7, ont une orientation beaucoup plus horizontale de leurs facettes articulaires, et donc la mobilité de la colonne cervicale sera, la tridimensionnalité sera assurée par une inclinaison des vertèbres supérieures et une rotation, plutôt une rotation au niveau des vertèbres inférieures. C'est pour cela que lorsque nous aurons, comme ça arrive souvent, une perte de mobilité au niveau du cardan supérieur, suite à des chocs, des problèmes posturaux, etc., nous aurons cette mobilité rotatoire, due notamment à la rotation de l'atlas, qui sera exécutée par les vertèbres plus basses, C5, C6, C6, C7, et c'est pour cela que nous voyons tous les jours en cabinet des cervicalgies dues à des pertes de mobilité du cardan crânio-cervical et une arthrose C5, C6, C6, C7 par une surcompensation de la partie basse de la colonne cervicale. Voilà. Si nous prenons la colonne lombaire, eh bien nous pouvons faire un copier-coller de la colonne cervicale. En effet, nous retrouvons un cardan au niveau thoraco-lombaire. Si vous regardez ce tableau, vous voyez en bas sur le tableau en rouge, en considérant la 11e thoracique, que c'est celle qui a le plus de rotation. Vous pouvez voir sur la colonne de droite des rotations avoisinant les 4 degrés pour aller en diminuant vers ces 10 T11 et puis T11 d'un coup 6 degrés. Alors que les vertèbres lombaires, nous pouvons ici voir sur le cadran à droite le cardan du bas, les vertèbres lombaires n'ont pratiquement aucune rotation, à part L5, dû à la frontalité de ces apophyses articulaires inférieures pour l'empêcher de glisser sur le sacrum. Les autres vertèbres lombaires n'ont pratiquement aucune rotation. Vous voyez 1 degré, 1 degré et demi. Et quand je dis 1 degré, c'est 0,5 degré à droite et 0,5 degré à gauche. Donc on peut dire que la colonne lombaire n'a pratiquement aucune rotation. Par contre, on peut voir sur le tableau du haut, ici, que T11, nous avons vu qu'elle a une rotation importante, et T12 à 10 degrés d'inclinaison. Nous voilà devant un cardan. Une rotation pour T11 et une inclinaison pour T12. L1, comme toutes les autres lombaires d'ailleurs, assurant la flexion-extension. Nous avons dit que la colonne lombaire n'a aucune rotation, c'est vrai,
elle est faite pour faire la flexion-extension, qui est très importante à ce niveau. Eh bien, on va avoir, et alors, ensuite, exactement comme au niveau de la colonne cervicale, eh bien, nous avons une zone d'amortissement L5-S1. C'est-à-dire que une zone de transition, pardon, L5-S1, d'amortissement des contraintes aussi. Donc, lorsque nous aurons une perte de mobilité thoracolombaire, là encore, comme ça arrive souvent, pourquoi? Eh bien, parce que en chaîne fermée, c'est-à-dire quand nous sommes sur pied, nous allons chercher en premier la rotation, d'accord, dans les genoux en orientant le bassin, mais une fois que cette rotation est assurée, le reste de la rotation se fera au niveau des L1. En chaîne ouverte, lorsque nous serons par exemple assis, la rotation va se chercher immédiatement dans le cardan T11, T12. Voilà. Et donc, notamment les sportifs vont toujours chercher la mobilité sur ce cardan. Lorsque nous aurons perdu la mobilité à ce niveau, eh bien, tout naturellement, nous irons la chercher ailleurs, c'est-à-dire dans les lombaires basses et notamment L5-S1. Zone de transition, là encore, comme nous le disions, avec L5 qui a une certaine rotation et le sacrum pris dans le bassin entre les deux iliaques, okay, qui n'a aucune rotation. Voilà. Et donc, si nous avons une perte de mobilité au niveau de la charnière thoracolombaire, nous aurons une surcompensation sur L5, voire L4. Voilà. Et là encore, ce sont des patients que nous voyons tous les jours en cabinet avec des lombalgies. La première chose à faire, c'est d'aller chercher le cardan thoracolombaire avant d'aller essayer de manipuler L5. Voilà. Donc, les lombalgiques, commencez par aller chercher les thoracolombaires. Bien entendu, d'autres facteurs vont se greffer sur les lombalgies. Ce n'est pas que le cardan thoracolombaire, nous en sommes très conscients. Mais vous pouvez être sûr, c'est notre constatation en cabinet, que sur les lombalgies, 98% des patients ont une perte de mobilité sur le cardan thoracolombaire. Ensuite, le cardan thoracolombaire va influer sur le diaphragme et nous aurons, quand je dis que nous aurons d'autres problèmes sur la lombalgie, il s'agira notamment de problèmes viscéraux, voilà, notamment de problèmes viscéraux, biomécaniques, circulatoires, etc. Mais ça demanderait un peu trop de temps à être expliqué et nous le pratiquerons, nous le expliquerons dans d'autres vidéos le plus rapidement possible. Voilà, je vous remercie de votre visite sur BFD Concept et je vous dis peut-être à bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, au revoir.